Salut! Quand on vous parle de films d'horreur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Beaucoup vont penser à des personnages comme Chucky, Jason, Michael, Freddy, bref, des vilains iconiques qui font partie d'une énorme franchise. Mais si on s'enfonce un peu plus bas dans le cinéma d'horreur, on peut trouver d'autres personnages qui sont tout autant stylés, mais qui pourtant n'ont pas la même reconnaissance que les autres. Et dans cette longue liste de personnages, un de ceux que j'aime le plus, c'est Candyman. Be my victim. Be my victim. Sorti en 1992, Candyman est à la base une histoire basée sur un livre de ce fameux Clive Barker, le même type qui nous a donné Hellraiser. We'll tear your soul apart. Revenu d'entre les morts, Candyman est un esprit qui, lorsqu'on l'appelle 5 fois dans le miroir, apparaît pour vous niquer. Et le premier film Candyman, c'est tout simplement un de mes films préférés de tous les temps. C'est peut-être un long métrage qui a l'air d'un slasher sanglant comme les autres, mais lorsqu'on le regarde, c'est plutôt une histoire complexe et captivante qui prend son temps et dont les performances et la musique font partie des meilleures du cinéma d'horreur. Cette qualité, on la doit surtout au personnage de Candyman joué par Tony Todd, qui fait un travail de maître. Je veux dire, sa voix grave, son manteau trop stylé et son crochet qui est directement attaché à son bras, c'est juste un personnage et un film que je trouve vraiment trop bien. Mais au contraire de d'autres vilains de l'horreur, Candyman ne se verra pas donner une franchise aux entrées infinies, possédant à ce jour seulement 3 suites, la dernière étant sortie en 2021. Et même si globalement reconnu comme un bon film, je vois quand même beaucoup de monde parler de Candyman comme un simple slasher ou un film ennuyeux. J'avais donc envie de vous parler de cette franchise pour entre autres louer les qualités de l'original à ceux qui ont des doutes, mais aussi explorer les suites qui sont loin de mettre le monde d'accord. Donc sans plus attendre, on commence avec... Candyman, sorti en 1992, réalisé par Brandon Rose, ce film est un de ces cas où chacun de mes visionnages a augmenté mon appréciation, car à première vue, Candyman peut paraître comme un film blanc et prétentieux, qui sacrifie son intrigue pour faire passer des messages sur la société aux spectateurs. Et oui, la lenteur et les messages sont des éléments importants du long métrage, mais je trouve que c'est géré d'une manière brillante. Commençons par le rythme. Oui, l'intrigue prend beaucoup de temps à s'amorcer, ça, il n'y a aucun doute. Je veux dire, Candyman fait sa première apparition au bout de 50 minutes. Oui, c'est long. Mais honnêtement, en voyant le désastre qu'un rythme plus rapide a causé à une des suites, je pense que cette lenteur était nécessaire. L'histoire dépend totalement de l'empathie qu'on ressent pour la protagoniste, Eden Lyle, qui, on va pas se mentir, vit littéralement une des pires situations possibles pour un être humain. Se faire accuser à tort pour des meurtres horribles, perdre ses proches, se faire stalker par un être surnaturel, tout ça en l'espace de quelques semaines. Je vois pas comment quelqu'un peut survivre dans ce genre de situation. Mais si on n'est pas attaché au personnage en question, le tout tombe à plat. Alors une chance qu'ici, c'est 100% réussi. La première heure est loin d'être inutile. Elle place en même temps l'environnement, les thèmes, les enjeux et surtout les personnages et leurs relations entre eux. Au lieu d'être présenté comme quelqu'un de parfaite, Ellen Lyle nous est introduite comme une personne avec des défauts, mais qui au fond est toujours bien intentionnée. La performance naturelle de Virginia Madsen la rend très humaine et l'actrice est devenue une de mes préférées seulement à cause de ce film. Certes, la manière du personnage à gérer les choses est parfois un peu discutable, mais on comprend pareil toutes les décisions qu'elle prend, en particulier son éventuelle attirance envers le Candyman. They will all abandon you. Is my desire for you. Cet attachement, ça fait donc qu'on ressent chaque coup psychologique qu'elle subit. Et pour vrai, je pense que je me suis jamais senti autant mal pour un personnage fictif que dans cette scène de l'appartement. Alors bien évidemment, notre investissement dans l'histoire est au plus total. En parlant d'investissement, l'enquête qu'elle mène sur la légende de Candyman et son territoire, Cabrini Green, c'est quand même intéressant. Et chaque scène est soit là pour nous introduire un élément important ou nous offrir des bons moments de stress, qui oui, finissent la plupart du temps par des jumpscares inutiles, mais qui sont tellement efficaces que je les aime pareil. C'est d'ailleurs durant cette première heure que les thèmes sur les races sont les plus abordés. Mais au lieu que ce soit lourd, c'est fait d'une manière plus subtile et intelligente, mais quand même assez claire pour qu'on comprenne. On a aussi une très belle présentation de la ville de Chicago, qui est carrément un personnage à part entière dans ce film. L'ambiance des lieux est percutante et donne un bon contraste à la solitude progressive que vit notre personnage. Cette ambiance, on la doit intégralement à la musique, sur laquelle je reviendrai plus tard, mais aussi à la réalisation de Bernard Rose, qui est juste exemplaire. Nombreux sont les plans que je trouve iconiques là-dedans. Et cette idée d'avoir l'air Hélène complètement hypnotisée dans certaines scènes, c'est juste excellent. Et c'est encore plus cool de savoir qu'elle était vraiment hypnotisée durant ces scènes. Justement, ce film est rempli d'anecdotes qui le rendent encore plus intéressant, comme cette fameuse scène des abeilles où l'acteur Tony Todd avait vraiment des abeilles dans la bouche. Et là, je pense que c'est l'occasion parfaite de vous parler de ce cher Candyman, qui était des méchants d'horreur les plus stylés. Je veux dire, regardez-moi cette classe, cette aura, cette empathie qui néanmoins ne le rend pas moins intimidant. Car ouais, le mec n'est pas là pour rigoler. Quand le film est violent, c'est très violent, et je pense vraiment que les fans de gore seront satisfaits ici. Et son nombre de phrases cultes font que j'adore vraiment ces vilains. They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? Mais s'il y a un truc sur lequel personne ne peut dénier la qualité, c'est la musique de Philip Glass. Mon Dieu que c'est bon. Le mec a juste eu besoin d'un orgue, d'un piano et d'une chorale pour donner une des meilleures bandes son du cinéma. Juste, écoutez-moi ça si c'est pas beau.
Ou encore ça. Et tu rajoutes à ça une de mes fins préférées de tous les temps et des personnages secondaires très fun. Candyman, c'est un pur chef-d'œuvre et c'est un film d'horreur que je ne peux pas recommander assez. Candyman Farewell to the Flesh, sorti en 1995 et réalisé par Bill Condon, réalisateur dont le nom est un peu familier. Laissez-moi checker 2 secondes. Oh. Cette suite un peu oubliée a la réputation d'être une simple copie de l'original totalement somnifère. Et est-ce que je pense que cela est vrai? Oui, vraiment. J'exagère peut-être un petit peu. L'histoire se différencie quand même dans certains aspects, et c'est loin d'être le pire que j'ai vu en matière de suite, mais ça reste que c'est un film assez médiocre en général. Je vais commencer par dire les trucs que j'aime pour répandre un peu de positivité. Premièrement, j'adore l'idée de placer l'action en Nouvelle-Orléans. Le contexte de la fête de Mardi Gras est quand même assez cool, et ça donne une ambiance assez intéressante, qui diverge bien de l'original tout en gardant cet aspect de contraste. Je veux dire, certaines scènes en deviennent assez déroutantes, et la narration faite par le fameux Kingfish est une façon intéressante de faire les transitions et de placer le contexte. Le retour de Tony Todd dans Candyman fait aussi vraiment plaisir. Il n'a peut-être pas le même niveau de drip, mais ça reste que l'acteur le joue très bien. Et j'ai bien aimé le fait de plus couvrir sa backstory en nous offrant une scène de flashback de sa mort qui est assez bonne. De plus, les protagonistes sont une fois de plus assez attachants. J'aime bien Kelly Rowan dans le rôle d'Annie. Sa performance est assez honnête et son personnage entretient une relation assez sweet avec son mari, ce qui fait que sa scène de mort est plus percutante que les autres. Et finalement, la finale qui prend place dans un vieil habitat pour esclaves complètement inondé, c'est assez stylé. Mais pour le reste, c'est soit complètement oubliable ou juste mauvais. Prenez les personnages secondaires. Ils sont pour la plupart très chiants ou mal interprétés par les acteurs. Par exemple, le frère. Non seulement l'acteur n'est pas très crédible, mais ses décisions sont parfois juste incompréhensibles. Et le fait que l'intrigue principale soit basée autour de lui fait qu'on n'est pas très investi. La mère est aussi un peu chiante. L'actrice est bonne, mais le personnage n'est pas très bien écrit. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dit sur tout le reste, qui sont juste des clichés ambulants. Ça paraît que le film essaie de dépasser son prédécesseur en termes de violence. Mais même s'il y en a fait plus de sang, aucune scène de mort n'a l'aspect viscéral qui rendait celle dans le premier autant dérangeante. Même la scène où il montre son torse d'abeille est nulle, faut le faire. Mais tout ça, c'est des petits défauts comparés à l'ennui total que l'intrigue provoque. On n'a jamais l'impression que le métrage décolle vraiment. Il fait juste sauter entre chaque scène d'exposition sans monter le niveau d'intensité, et ça fait que les enjeux sont à plat. Ça paraît que le film essaie de reprendre cette affaire du personnage principal qui se fait accuser des meurtres du Candyman, mais c'est tellement fait à la va-vite qu'on ne ressent aucun stress et son enquête en devient hyper plate à suivre. C'est juste un autre de ce fameux « je dois trouver le secret qui lie ma famille entre tel élément et tel élément ». Je veux dire, on a déjà vu ce genre de truc 1000 fois, ça va prendre plus pour créer un investissement chez le spectateur. Et cette affaire du miroir à la fin nous donne non seulement des effets spéciaux très moches, mais aussi un Candyman un peu con qui révèle son secret comme un vilain des Power Rangers. Mais ici, il y a un truc qui m'a vraiment énervé, c'est l'utilisation de la musique. Par chance, Philip Glass est de retour pour la bande-son, et malgré quelques nouvelles compositions, les musiques sont tous recyclées de l'original. Mais là où ça dérape, c'est que les musiques sont placées n'importe quand. Pour vous donner un exemple, dans le premier film, la musique s'entendait dans des moments cruciaux. Ici, c'est presque chaque scène qui ont de la musique en arrière-plan, sans que ça soit nécessaire, et ça devient vraiment chiant. L'impact des scènes d'horreur est donc nul, et le film reste juste plat. Je veux dire, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Ça? Ou ça? Bref, Candyman Farewell to the Flesh, c'est regardable, mais ça fait tâche à côté du premier. Candyman 3, Day of the Dead, sorti en 1999 et réalisé par Terry Meyer, dont le nom me dit encore quelque chose, laissez-moi checker. Ah, je suis tanné. Cette suite est la seule dans la franchise à ne pas avoir eu de sortie au cinéma, se contentant d'un envoi direct dans les clubs vidéo. Et là où le deuxième n'était qu'une suite médiocre, le troisième, c'est vraiment juste de la grosse merde. Je vous préviens tout de suite que je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, car là, c'est non seulement de la merde, mais c'est de la merde inintéressante. Notre nouvelle protagoniste, jouée par Donna DeRico, est loin d'être aussi attachante que Helen ou Annie. Au contraire des personnages précédents, elle se contente simplement de crier à chaque opportunité et de baiser le gars random. Ça se voit que l'actrice fait de son mieux, mais son personnage rentre juste dans la longue liste de Final Girl oubliables de l'horreur. Ce qui est dommage, car jusque-là, la franchise avait réussi à éviter ce problème. Donc quand on nous balance encore cette intrigue de fausses accusations, on s'en branle et on se sent beaucoup moins concerné. L'histoire reste la même, mais elle ne semble pas comprendre les ingrédients qui rendaient le premier aussi bon. De plus, la petite enquête de merde qu'elle mène est ennuyante à mourir. Les scènes avec la grand-mère, c'est tellement déjà vu. Et l'histoire d'amour qu'elle entretient avec l'autre bozo, c'est extrêmement forcé. Les thèmes raciaux succombent aussi au même traitement. Et même si c'est honorable de vouloir continuer dans cette direction, le tout paraît juste botché.
Il se contente juste de nous donner deux policiers racistes qui maltraitent chaque personne métisse dans les parages. Il y a zéro effort. Et toutes ces choses, c'est causé par un élément qui allait forcément toucher cette saga un jour ou l'autre. Ce film n'est plus qu'un simple slasher sanglant. C'est tout l'exemple parfait de la quantité avant la qualité. Ouais, il y a plus de meurtres, mais comme dans Farewell to the Flesh, aucun d'eux n'a l'impact que ceux du premier. Et ça, c'est causé par le fait qu'on se branle des personnages secondaires, mais aussi que Candyman est bien moins cool. Ouais, Tony Todd le joue toujours aussi bien, mais on lui donne juste les mêmes phrases du premier film, qu'il se contente de répéter en boucle sans que cela ait de sens. Je ne sais pas pour vous, mais le fait qu'il répète toujours la même erreur de tomber en amour avec la fille blonde qui l'appelle dans le miroir, ça donne un air con au personnage. Surtout que là, c'est très bizarre, car la fille en question est sa descendante directe. En plus, il commet encore l'erreur de ne rien foutre pendant que l'autre est clairement en route pour le tuer. Arrête de yap et bouge! Je vous jure que c'est vrai quand je vous dis que j'étais rendu high de son bord. À un point, le mec fait de la peine et on a juste envie de le voir enfin battre sa solitude. Et je suis pas mal sûr que ce n'était pas l'intention du film. La seule chose encore stylée, c'est cette scène du torse d'abeille. Mais même là, battre le deuxième là-dedans, c'est pas très compliqué. Bon, ce film est peut-être nul à chier, mais je me dois quand même de nommer ses qualités. J'ai apprécié cette affaire de tableau, je trouve ça cool de leur donner une plus grande importance dans la narrative. J'aime bien la scène d'intro, l'esthétique de la toilette au mur blanc est quand même cool et c'est un bel effort de réalisation de la part de Terry Meyer. Quelques scènes sont premier degré un peu creepy, et finalement, j'ai été étonné d'aimer quelques musiques de la nouvelle bande-son. Philip Glass ne fait malheureusement pas son retour, mais Adam Gorgoni nous offre un ou deux morceaux qui se rapprochent bien de l'ambiance Candyman. Même si des fois, quelques effets sonores me rappellent une certaine émission. Bref, Candyman 3, c'est ce que j'appelle une suite honteuse, et tu sais quoi, c'est pas plus grave que ça. Et nous voilà 22 ans plus tard à la dernière entrée de la franchise, Candyman de 2021, réalisé par Dan DeCosta et produit par Jordan Peele. Cette suite embarque dans la nouvelle trend de suivre directement l'original en ignorant les autres films. Et est-ce que le résultat est bien? Bah pour de vrai, c'est fort sympathique. Ce que je trouve bien avec ce nouveau film, c'est l'idée que Candyman ne soit pas un seul esprit, mais plutôt un concept qui peut s'appliquer à plusieurs personnes. Autrement dit, il y a plusieurs Candyman. Déjà, je trouve que c'est un très bon moyen de remplir l'absence de Tony Todd, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que personne n'aurait pu le remplacer. Mais ça permet aussi de créer une histoire originale et intéressante. Le protagoniste va être une victime directe de ce concept, car il va subir une transformation lente en Candyman. Et sérieux, je trouve ça vraiment cool. Sa descente lente dans la folie et son obsession progressive pour la légende de Candyman est quelque chose de vraiment fun à suivre, et l'acteur fait un excellent boulot pour montrer tout ça. Cette liberté dans l'intrigue, ça fait que le film est de loin celui dans la franchise qui fait le plus peur. En termes de frissons, c'est cette suite qui remporte le trophée. Cette capacité à faire peur, on en doit énormément à la réalisation de Nia DaCosta, qui ici nous donne un film qui est magnifique visuellement. Certains plans sont vraiment mémorables et j'adore l'utilisation des lumières dans certaines scènes. Le métrage a beaucoup plus de fun avec le concept des miroirs et la façon dont les meurtres sont filmés est aussi vraiment cool. Oui, le film est très sanglant, mais ça ne devient pas excessif car c'est bien dosé et Nia DaCosta trouve des moyens inventifs pour montrer les scènes les plus dérangeantes. Les personnages sont aussi une grande force. Anthony McCoy est très attachant et son rôle au sein de l'histoire est captivant, d'autant plus que lorsque l'occasion se présente, l'acteur peut se mettre à être très drôle. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dit pour tout le monde. Le fou qu'est William Burke est aussi un personnage vraiment divertissant, et ces scènes de flashback sont, je pense, la meilleure partie du film. Et finalement, avant d'embarquer dans les défauts, la musique de Robert Lowe est excellente. Au contraire de l'original, les nouvelles musiques sont plus dissonantes et expérimentales, et ça donne un résultat très particulier que j'adore. Mais ce qui l'empêche d'approcher la qualité de l'original, c'est les quelques défauts qui sont facilement remarquables. Premièrement, il y a plein de scènes qui, même si cool, sont totalement inutiles. Je veux dire, la séquence des toilettes, c'est juste pour montrer du sang. Ça n'avance en rien l'intrigue. Mais je pense que ce qui descend véritablement le long métrage, c'est la façon dont les thèmes sont traités. Au contraire du premier, les messages prennent parfois le dessus sur l'histoire et ça devient un peu lourd. Je dis pas que les thèmes ne sont pas pertinents, mais ils sont abordés d'une façon où on a l'impression de suivre un cours sur la société, au lieu de regarder un film d'horreur. C'est certes intéressant d'avoir enfin un film dans la saga qui montre le point de vue de la communauté de Cabrini Green, mais un peu de subtilité aurait été la bienvenue. Bref, Candyman de 2021, ça reste un bon film et clairement la meilleure suite de la franchise. La vidéo touche maintenant à sa fin. Je pense que vous avez compris mon avis sur chacun des films, alors pas besoin de conclusion. C'est donc sur ce que je vous laisse, j'ai pas mal rien d'autre à dire, donc...